Nous avons jusqu'à aujourd'hui exploré les ombres de créatures monstrueuses qui peuplaient jusqu'alors l'imaginaire européen. Aujourd'hui, il est grand temps de voyager un petit peu plus, ok? Et on va s'aventurer dans un pays qui fait rêver tout le monde, le Japon. Donc là, on est parti pour faire une énorme trilogie, différente de d'habitude, et on va parler des créatures, plutôt même des yokai, qui hantent les montagnes japonaises. En tout cas, les trois plus puissants. Et on va commencer tout de suite avec le Oni. Alors cette créature, vous l'avez sûrement déjà vue dans une série américaine qui s'appelle Teen Wolf. C'est une créature sous forme un petit peu de fumée qui finalement sert à trouver les personnes qui sont justement démoniaques. Et si elles ne le sont pas, elle leur met une marque derrière l'oreille et basta, on n'en parle plus. Mais la réalité derrière cette créature est tout autre. Dans le folklore, on pourrait comparer le Oni à une sorte d'ogre des montagnes, à l'appétit insatiable et à la force comparable à celle de plusieurs buffles. Un visage au gros saillant et aux cornes abîmées, il porte généralement une peau de tigre pour recouvrir sa peau rouge. Et il arrive aussi qu'elle soit bleue, noire, verte, turquoise et même violette. Mais dans sa traduction la plus simple, Oni signifie démon. Et si quand on s'imagine une sorte d'ogre démon, on s'imagine surtout un monstre, on oublie de se demander quelle est l'origine de la créature, et surtout si elle n'était pas humaine à la base. Et du coup si. Selon les légendes, le Oni ne naît pas toujours Oni. Il arrive qu'il soit d'abord humain, mais pas un simple humain comme vous et moi. C'est avant tout une personne extrêmement mauvaise, dont les crimes innommables, au-delà de le pousser à aller en enfer après sa mort, l'invitent à devenir un servant d'Enma, le roi des enfers. On sait que deux Oni sont assez connus pour lui servir de bras droit, l'Aka Oni et le Ao Oni. L'un est rouge et l'autre est bleu. Mais on reviendra sur eux plus tard, car si la plupart des Oni se transforment en enfer, il arrive que certains voient leur humanité changer alors qu'ils sont encore vivants et sur Terre, et leur nature démoniaque prendre le dessus tellement que leurs actes sont terrible. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais dans la plupart des représentations, la créature s'accompagne souvent d'une arme bien particulière qu'on appelle le kanabo. Cette arme, c'est une sorte de gros gourdin. Pas de blague déplacée, s'il vous plaît, je vous en conjure. Un gros gourdin donc, orné de pointes de fer. Alors elle peut ressembler à une sorte de batte de baseball dans le style de Lucille, un petit peu apocalypse zombie, mais elle est quand même un petit peu plus élaborée. De plus, cette arme toute droit sortie du Japon féodal est à la base faite de chêne massif. Mais alors pourquoi? Pour une raison très simple. Dans le but de briser les os des assaillants à travers leur armure. Bien évidemment, le maniement d'une telle arme, il n'y a pas vous et moi qui pouvez l'utiliser, ok? Il fallait un entraînement incroyable. Parce que comme vous vous en doutez, c'est un objet extrêmement lourd. Et cet entraînement, c'est le Kanabo Jutsu, qui vise à maîtriser l'art de l'équilibre et de la dextérité à son plein potentiel, tout en maximisant la force des coups, forcément, dans le but de ne pas se faire surprendre en cas de contre-attaque. Parce que quand vous jouez avec un truc qui pèse 30, 40, 70 kilos, forcément, quand vous loupez votre coup, il y a moyen que l'ennemi rapplique et je pense pas que ce soit cool. Non, je pense pas. On dit d'ailleurs que la maîtrise de ce fameux Kanabo Jutsu était nécessaire aux grands samouraïs pour pouvoir vaincre des démons. Et cette arme, justement, de par son poids, de par sa puissance et la maîtrise qu'elle nécessite, a fait naître une expression qui signifie vraiment qu'elle est vraiment au-dessus de tout. Et cette expression, c'est Oni ni Kanabo, qui signifie fort au-delà de fort, un signe qui renvoie donc à l'invincibilité de la créature. Pour en revenir au Oni, on dit que sa présence apporte le malheur, la maladie et très souvent la mort. Et comme je vous l'ai dit, deux Oni sont quand même très connus pour être les bras droits du roi des enfers bouddhiste, Lao Oni et Laka Oni. Mais au-delà de cette image de tyran des enfers, il existe un conte paru en 1933 qui explique le lien qui les unit. Les Oni. Oni, vous avez compris? L'ogre rouge qui pleurait. L'Aka Oni, l'ogre rouge, vivait alors dans une montagne. Et son objectif à lui, c'était de devenir ami avec les gens du village. Il avait même planté devant chez lui un panneau qui invitait les gens qui passaient à venir chez lui, qu'ils étaient le bienvenu, et qu'il allait leur offrir du thé et des gâteaux. Seulement, malgré ce panneau rempli de toute sa gentillesse, personne ne venait. À tel point qu'un jour, dans un excès de colère mélangé à une tristesse extrêmement sèche, il arracha le panneau et le brisa en deux. Puis il retourna s'enfermer chez lui avec sa solitude. En voyant ça, Lao Oni, l'ogre bleu, alla toquer chez lui et lui dit qu'il avait réfléchi à quelque chose pour que les gens du village le voient enfin à sa juste valeur. Il suffirait qu'il joue le méchant ogre, qu'il terrorise le village et que l'ogre rouge vienne sauver le village. À ce moment-là, il serait du coup un héros et il serait donc reconnu pour être quelqu'un de gentil. Il refusa forcément, mais son ami ne lui laissa pas le choix en allant tout de suite au village pour commencer à terroriser tout le monde. Comme convenu et surtout en étant forcé à ça, l'ogre rouge dit à son ami d'arrêter
de partir et tout le monde l'acclama au village. Et du coup les semaines suivantes il n'était jamais seul chez lui. Il y avait toujours des enfants qui venaient pour jouer avec lui, pour goûter son thé, manger ses gâteaux, etc. Évidemment tout ceci le remplissait d'une joie intense, mais il se rendit compte qu'il n'avait pas revu son ami l'ogre bleu depuis cet événement. Il décida donc de lui rendre visite. Et en arrivant chez lui, un mot était noté sur sa porte: toi l'ogre rouge, habite avec les gens du village et amuse-toi bien. Si tu es avec moi, ils devront te considérer comme un ogre méchant. Alors je pars de chez moi. Mais je ne t'oublierai jamais. Adieu, prends soin de toi, je suis toujours ton ami. Vous avez des potes comme ça? Non, je suis sûr que non. Voilà. Et c'est vrai que du coup, avec cette histoire, on a du mal à se rendre compte que les Oni sont foncièrement méchants. Et sur la plupart des sites relatant des informations sur le Oni, selon une légende, à l'origine, les Oni auraient été cependant des esprits qui protégeaient les humains de certaines créatures malfaisantes, mais dont la proximité avec les forces des ténèbres aurait avili leur nature pacifique. Ces créatures obscures pouvaient aussi prendre une variété de formes pour tromper, et parfois dévorer. Cette légende serait donc inscrite dans le livre Les créatures mythologiques, écrit par Rossana Beretta. Là tout de suite, je vais pas vous mentir, j'ai pas les moyens de me permettre d'acheter tous les livres, toutes les références pour citer les sources les plus fiables possibles. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il existe un Utip sur la chaîne, c'est toujours dans la description. Vous pouvez regarder une pub, voire même 10 si vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment avec plaisir. Donc si jamais vous prenez le temps rien que de faire ça, ça me fera extrêmement plaisir. Et ça permettra peut-être, qui sait, de financer un ouvrage que je pourrais acheter pour justement me baser dessus pour une prochaine vidéo. On verra. Voilà, fin de l'instant promo. Si je n'ai pas pu trouver le livre en question, il y a en revanche d'autres informations qui sont trouvables très facilement. Comme par exemple le fait que le Oni est une figure de proue du festival Zetsubun. Ce festival japonais a lieu tous les 3 février, et donc il marque le passage de l'hiver au printemps selon l'ancien calendrier lunaire. Il est également nommé la fête du lancer de haricots. À l'origine, c'était une cérémonie d'exorcisation. L'exorcisme, ça se dit ça? Et dans l'idée, le but n'a pas beaucoup changé depuis. De nos jours, il est toujours célébré afin d'éloigner les mauvais esprits et d'apporter le bonheur dans les maisons. Et tout ceci en jetant des haricots. Et le lien avec les Oni se retrouve précisément ici. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe des kits Zetsubun, qui se constituent de haricots donc, forcément, mais également d'un masque de Oni. Tout ceci dans le but que, dans chaque maison, un membre de la famille se déguise en Oni et fasse le tour de la maison en jetant les haricots, tout en disant une formule pour le faire fuir. Et dans un second temps, si on se rapporte plus au festival au sens très large, ce sont des personnes en costume de Oni qui prennent la tête de la parade pour chasser le malheur. Et la phrase maîtresse de cette journée-là, c'est Oni wa soto, fuku wa uchi. Oni ou démon sort, fortune rentre. Et c'est peut-être dans ce sens qu'on peut trouver que les Oni ne sont pas si monstrueux que ça, étant donné qu'ils sont encore aujourd'hui utilisés pour chasser les malheurs. Tout ceci durant le jour qui représente un des plus grands changements de saison de l'année. Mais bon, tout ce qui concerne la bonté espérée du Oni ne représente qu'un petit segment de toute son histoire. Par exemple, il existe un phénomène assez répandu qui met directement ces créatures en cause. Il s'agit du Oni Hitokuchi, un phénomène qui est d'ailleurs très souvent confondu avec un autre qui s'appelle le Kamikakuchi, qui signifie en quelque sorte être enlevé par les yokai. Mais concernant ce dernier phénomène, les personnes enlevées reviennent plusieurs années ou mois après en étant profondément changées par l'expérience traumatisante qu'elles ont vécue. Et c'est ça la grosse différence. Avec le Oni Hitokuchi, les victimes ne reviennent pas. Et c'est normal parce qu'on dit qu'en fait elles se sont faites bouffer en une seule bouchée par des Oni. Yes. Et la personne la plus connue ayant été touchée par ce phénomène est un poète qui se nommait Narihira. Narihira. Donc, comme je vous ai dit, il est très connu pour avoir été un grand poète, mais aussi parce que c'était un coureur de jupons invétéré. Tout ceci au début de l'époque Heian, aux alentours des années 800. Et c'est de ce défaut que vient l'histoire qui suit. On raconte qu'il courtisait à ce moment-là une noble dame de haut rang. N'étant pas du même rang social qu'elle, il était très mal vu qu'il tourne autour de sa personne, forcément. Pourtant, cette dame, Takehiko, était également sous son charme, mais leur relation n'aurait jamais pu être légitime malgré ça, à cause de leur différence de caste. C'est alors qu'une nuit, le fougueux Narihira se faufila dans la chambre de sa dulcinée et l'invita à s'enfuir, ce qu'elle accepta sur un coup de folie porté par l'amour. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à courir dans la nature, heureux et ensemble. Mais il était tard et il fallait quand même qu'ils se reposent un tant soit peu. Surtout que malgré la nuit, de monstrueux nuages noirs étaient en train de se former au-dessus d'eux, ce qui prévoyait du coup une tempête. Ils trouvèrent donc une grotte dans laquelle passer la nuit. Narihira dit à sa bien-aimée d'aller se coucher dans le fond de la grotte, au chaud, pendant que lui montrait la garde avec son arc et ses flèches à l'entrée de la grotte. L'orage gronda toute la nuit et la pluie, accompagnée du tonnerre, firent baisser plus d'un arbre. Mais Narihira ne faillit pas et veilla toute la nuit. Une fois l'aube levée et la tempête passée, il alla voir sa dulcinée
pour la réveiller et lui dire qu'il fallait maintenant partir de cette grotte pour continuer leur fuite. Le seul problème, c'est qu'il ne la trouva pas. C'est alors qu'il se rendit compte d'une chose atroce. Il n'était pas seul dans cette grotte. Et le Oni, qui vivait tout au fond de la grotte, l'avait englouti, pendant que la tempête et l'orage cachaient les bruits de lutte aux oreilles du jeune poète. Comme je vous l'ai dit au début du chapitre, le mot Oni signifie démon, et démon au sens large. Et au Japon, et même dans toutes les cultures, beaucoup de créatures sont nommées démoniaques. Donc je vais vous faire une toute petite liste de certains yokai démoniaques qui portent le nom du Oni. Le Sazae Oni est un Oni doué de capacité de transformation. On dit que c'est un démon qui se transforme en femme et feinte de se noyer pour que des marins le sauvent et s'occupent de lui. Une fois posé et chill dans leur maison ou bateau, il n'a plus qu'à les manger et profiter de tout ce qui reste. On dit aussi qu'il se balade, toujours transformé en femme, et use de ses charmes pour obtenir des nuits gratuites dans des auberges, et quitte à profiter d'une nuit gratuite, autant se taper un casse-dalle avec l'aubergiste. Le Onibibi est l'un des plus dangereux phénomènes de boules de feu qui existent. Oui, parce que dans les prochains chapitres, je vais vous en présenter un autre. Alors vous le regardez, et plus vous vous concentrez dessus, plus de nouvelles boules apparaissent tout autour de vous et aspirent toute votre énergie vitale. Et votre cadavre n'est généralement retrouvé que le lendemain. Les Ushi-Oni sont des créatures assez particulières, des sortes de chimères. À la base, leur nom se traduit par démon bœuf, mais on est loin de penser à tous les attributs qu'ils possèdent. On va jusqu'à parler parfois d'un visage humain sur un corps de bœuf, et tout ceci porté par des pattes d'araignée. Ces créatures vivent près des rivages et chassent les personnes qui s'approchent trop près de leur territoire, soit en les déchiquetant cruellement, soit en les empoisonnant avec le poison qui sort de leur bouche quand ils respirent. Et enfin le Onikuma qui est presque le plus mignon des quatre. C'est simplement un ours démon. Oui, car on dit au Japon qu'un animal qui vit pendant très longtemps se transforme souvent en yokai. C'est le cas du Sazae Oni. Au-delà de ressembler à un ours, le Onikuma continue sa croissance jusqu'à dépasser très largement la taille des plus grands ours naturels. Il marche sur ses pattes arrière et est assez fort pour emporter des chèvres et même des vaches et des chevaux sous ses bras. Bon, c'est tout pour ces 4 petits yokai. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez un épisode spécial yokai, dites-le dans les commentaires. Pouce bleu à fond, ça fait plaisir. Et on passe maintenant à la dernière partie qui parle du roi. Shutendoji, c'est pas n'importe qui. C'est le roi démon. Voilà, juste ça. Et d'ailleurs, pour en arriver à ce titre, il n'est pas passé par la case enfer, Enma et toute la procédure habituelle. Il fait partie de ces rares personnes à s'être transformé en démon en étant sur Terre. L'histoire de sa naissance remonte à plus de 1000 ans. Ses parents étaient une humaine et un dragon. Sa mère l'a abandonné quand il avait 6 ans. Et il a été recueilli par des moines du mont Hiei. Seulement ce petit gars, il n'était pas comme les autres. Il était beaucoup plus fort et également plus intelligent. Il apprenait en une semaine tout ce que ses petits potes apprenaient en 1 an. Il devenait de plus en plus aigri et violent de se voir aussi bridé par les moines et il tomba dans l'alcool. Ce qui était d'autant plus interdit dans sa formation. Il fuguait souvent discrètement pour aller en ville et montrer sa force. Mais aussi que personne ne pouvait boire autant que lui. Sur tous les niveaux, il était implacable. Il buvait tellement et tout ce qui lui passait sous la main qu'on le surnomma Shutendoji, qui signifie le petit ivrogne. Puis vint le jour d'un grand festival célébré au temple où il était formé. Il profita de l'affluence pour boire encore plus que d'habitude et déambuler dans la foule. Histoire de ne pas être reconnu de ses maîtres, il prit un masque d'Oni et le mit, puis continua ainsi les festivités toute la nuit. Au moment d'enlever ce masque, il n'y arriva pas, car il avait fusionné avec son visage et était devenu lui-même un Oni. Honteux, effrayé et dégoûté de voir ça, ses maîtres l'ont littéralement banni du temple. Le jeune homme a donc décidé de s'enfuir et d'aller vivre dans les montagnes, de se reclure et de créer son petit endroit rien qu'à lui où personne ne le ferait chier. Tout ceci loin des hommes, de leur faiblesse et de leur hypocrisie qui les définissait tant. Il vivait de pillages, de bagarres et d'alcool, des flots d'alcool. Si bien que la rumeur de sa puissance commença à tourner et à intéresser des mercenaires et divers criminels des villes voisines. Il aimait tellement le chaos qu'il prit certains de ses gars sous son aile, les plus méritants, histoire de les faire devenir un peu comme lui et de former un clan en son nom. Plus sa vilainie grandissait, plus son pouvoir suivait cette croissance, si bien qu'il réussit à maîtriser la magie noire sous tous ses traits. Et en bon chef de clan, il l'enseigna à ses disciples, qui se transformèrent eux aussi en terrifiants Oni. Mais il ne pouvait pas saccager des villes, tuer ses habitants et les violer éternellement. Les méfaits du clan Shutendoji vinrent aux oreilles d'un des plus grands samouraïs de son temps, Minamoto. Il battit tout le clan et empoisonna leur chef, lui coupa la tête et l'enterra à des kilomètres de son corps. Au final, comme chaque créature, le Oni a différentes histoires. Et du coup, il est perçu différemment selon l'expérience que chaque personne a vécue avec lui. Mais en attendant, on va continuer de marcher sur les montagnes japonaises pour y voir les entités qui les hantent. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne journée quoi. Salut!